Imagine que tu achètes une montre de haute précision, un bijou de l'ingénierie conçu pour durer des décennies. En la recevant, le fabricant te remet un manuel qui dit « Elle n'a jamais besoin d'huile » ou « Changez seulement les pièces tous les 5 ans ». Tu obéis, tu as confiance en la marque, et juste à la 6e année, la montre s'arrête pour toujours. Était-ce un accident? Non. C'était un meurtre légal. Dans le monde du moteur, il arrive exactement la même chose. Il existe un fossé abyssal entre ce que ton moteur a besoin pour survivre et ce que le manuel de l'utilisateur dit que tu dois faire. Les fabricants ne mentent pas, mais ils omettent. Leur priorité n'est pas que ta voiture arrive aux 500 000 km. Leur priorité est que le coût de maintenance paraisse bas durant les 3 premières années pour séduire les grandes flottes de... Imagine que tu achètes une montre de haute précision, un bijou de l'ingénierie conçu pour durer des décennies. En la recevant, le fabricant te remet un manuel qui dit « Elle n'a jamais besoin d'huile » ou « Changez seulement les pièces tous les 5 ans ». Tu obéis, tu as confiance en la marque, et juste à la 6e année, la montre s'arrête pour toujours. Était-ce un accident? Non. C'était un meurtre légal. Dans le monde du moteur, il arrive exactement la même chose. Il existe un fossé abyssal entre ce que ton moteur a besoin pour survivre et ce que le manuel de l'utilisateur dit que tu dois faire. Erreur 15, le mythe des 200 000 km et le collapse du TBN. L'erreur la plus légale et acceptée du monde est l'intervalle étendu de changement d'huile. Ils nous ont vendu l'idée que les huiles synthétiques modernes sont des fluides magiques indestructibles. Mais la chimie ne ment pas, et l'huile est, par définition, un composant sacrifiable. Quand l'huile circule par ton moteur, elle ne fait pas que lubrifier. Elle agit comme un agent de nettoyage, un réfrigérant et un joint hydraulique. Le premier facteur qui tue l'huile n'est pas l'usage, mais l'oxydation. Aux températures d'opération, l'oxygène réagit avec les chaînes d'hydrocarbures de l'huile, créant des acides organiques et des boues. Cependant, le véritable tueur silencieux est le collapse du TBN, Total Base Number. Le TBN est la réserve d'alcalinité de l'huile, c'est ce qui neutralise les acides corrosifs qui se forment durant la combustion, spécialement quand le soufre du carburant se mélange avec l'humidité condensée. Quand tu étires le changement aux 20 000 km, le TBN arrive souvent à 0 bien avant. À ce moment, l'huile devient acide. Elle cesse de protéger et commence à manger les métaux tendres des coussinets de bielle et du vilebrequin. Les huiles modernes sont multigrades, ce qui signifie qu'elles utilisent des améliorants de l'indice de viscosité, C7. Ce sont des polymères à chaîne longue qui s'expandent avec la chaleur pour éviter que l'huile ne devienne trop fluide. Imagine-les comme des ressorts microscopiques. Dans un moteur à haute compression ou turbocompressé, ces polymères passent par des zones de très haute pression, comme les lobes de l'arbre à cames ou les segments du piston. Ce stress mécanique coupe physiquement les molécules de polymères dans un processus appelé cisaillement. Une huile qui a commencé comme une 5W30, après 15 000 km de mauvais traitement, peut s'être cisaillée jusqu'à devenir une 5V20 ou même moins. Le résultat est un film lubrifiant si mince qu'il permet le contact métal-métal. Quand les additifs dispersants se saturent, ils ne peuvent plus maintenir la suie et les résidus de carbone en suspension. Ces résidus commencent à précipiter et à coller dans les zones de bas flux, comme la crépine de la pompe à huile. La maintenance légale du concessionnaire mentionne rarement que, bien que l'huile tienne, le filtre à huile a tendance à s'effondrer bien avant. Quand le filtre se bouche, la soupape de dérivation, bypass, s'ouvre, et ton moteur commence à faire circuler de l'huile sale et sans filtrage directement vers les parties les plus critiques. Tu es en train de poncer ton moteur de l'intérieur pendant que tu crois que tu es en train d'économiser de l'argent. Erreur 14, le démarrage à froid et la lubrification limite. Si jamais tu as allumé ta voiture et que tu es parti en trombe immédiatement, tu as commis un péché capital contre la physique thermique. 70% de l'usure totale d'un moteur se produit dans les 60 premières secondes après le démarrage. À température ambiante, même la meilleure huile synthétique est épaisse, comparée à son état à 100 degrés. La viscosité cinématique détermine à quelle vitesse l'huile peut voyager depuis le carter jusqu'à la culasse. Dans un démarrage à froid, il y a un intervalle de temps, parfois de plusieurs secondes, où le train de soupapes opère dans ce que nous appelons la lubrification limite. Dans cet état, il n'y a pas une couche d'huile qui sépare les pièces, il ne reste qu'une couche moléculaire microscopique d'additifs anti-usure comme le ZDDP.
Si tu exiges une charge au moteur dans cet état, tu permets que le métal frotte directement contre le métal, ici entre la physique des matériaux. Les pistons sont souvent d'un alliage d'aluminium, tandis que le bloc ou les chemises sont souvent de fer fondu ou ont des revêtements de nicacyle, alucyle. L'aluminium a un coefficient d'expansion thermique beaucoup plus élevé que le fer. Cela signifie que, à froid, le piston est physiquement plus petit qu'il ne devrait être pour s'ajuster parfaitement dans le cylindre. Il a un « jeu » ou espace excessif. Si tu accélères fort, le piston se chauffe beaucoup plus vite que les parois du cylindre, qui sont entourées de réfrigérants froids. Le piston s'expand violemment avant que le cylindre n'ait de l'espace pour lui, provoquant le phénomène connu comme piston slap ou, dans des cas extrêmes, des micro-soudures entre la jupe du piston et la paroi du cylindre. Le vilebrequin flotte sur un coin d'huile hydrodynamique. Pour que ce coin soit stable, une vitesse de rotation et une viscosité spécifique sont nécessaires. Au démarrage, ce coin n'existe pas. Le vilebrequin repose physiquement sur les coussinets. Chaque démarrage est un coup de marteau pour ces métaux. Ne pas chauffer la voiture ne signifie pas la laisser 10 minutes au ralenti, ce qui est une autre erreur que nous verrons après, mais permettre 30 secondes de circulation et conduire avec une extrême douceur jusqu'à ce que l'huile, pas l'eau, atteigne sa température opérationnelle. Ignorer cela et réduire la vie de tes segments de compression à la moitié. Erreur 13. L'électrolyse et le réfrigérant éternel. Le réfrigérant est le fluide le plus ignoré de tout le véhicule. Beaucoup croient que, tant que le niveau est bon et que la voiture ne chauffe pas, tout est correct. Erreur fatale. Les réfrigérants modernes utilisent la technologie d'acides organiques, OAT. À la différence des anciens réfrigérants de silicate qui couvraient tout le système avec une couche protectrice, les OAT réagissent seulement chimiquement quand ils détectent un point de corrosion. Le problème est que ces produits chimiques ont une durée de vie utile. Avec le temps, le réfrigérant devient acide. Quand le pH du réfrigérant tombe en dessous de 7, le fluide se transforme en un électrolyte. Le moteur devient essentiellement une batterie géante. Ce processus s'appelle l'électrolyse. Dans un moteur où se mélangent des métaux, blocs de fer, culasses d'aluminium, radiateurs de cuivre ou d'aluminium, l'électrolyse fait que les ions se déplacent d'un métal à l'autre. Le métal le plus faible, anode, commence à se désintégrer. C'est pourquoi nous voyons des pompes à eau avec les pales totalement disparues, comme si quelque chose les avait mangées. Ce n'est pas une érosion physique, c'est de la chimie pure. De plus, si le réfrigérant a perdu ses propriétés tensioactives, des bulles de vapeur microscopiques se produisent dans les zones de haute température, autour des chambres de combustion. Quand ces bulles s'effondrent, elles génèrent une onde de choc si puissante qu'elle arrache des fragments de métal du bloc. Ce phénomène, la cavitation, peut perforer une chemise de cylindre de l'extérieur vers l'intérieur, laissant l'eau entrer dans la chambre de combustion. Beaucoup de conducteurs commettent l'erreur légale de remplir le système avec de l'eau du robinet. L'eau dure contient des minéraux qui, en chauffant, précipitent et forment une couche de tartre ou de calcaire à l'intérieur du radiateur et des passages du bloc. Le tartre est un isolant thermique excellent. Une couche de seulement 1 mm de calcaire a la même résistance thermique que plusieurs centimètres d'acier. Ton capteur de température peut marquer « normal » parce que l'eau est à 90 degrés, mais les parois internes du cylindre pourraient être à des températures critiques parce que la chaleur ne peut pas sauter la barrière de calcaire pour arriver au réfrigérant. Tu es en train de cuisiner ton moteur dans son propre jus sans le savoir. Erreur 12. La fraude de l'octanage et le LSP. Le manuel dit que ta voiture peut utiliser de l'essence de 91 octanes ou régulière. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que cette recommandation est le minimum légal pour que la voiture ne se casse pas aujourd'hui, non l'idéal pour que le moteur soit efficient et durable. L'octanage n'est pas une mesure de puissance, mais de résistance à l'auto-allumage. Dans un moteur moderne avec injection directe et turbocompresseur, les pressions à l'intérieur du cylindre sont brutales. Si tu utilises un carburant de bas octanage, le mélange peut exploser avant que la bougie ne saute, ou même après, créant un second front de flamme qui heurte le premier. Cela génère une onde de choc supersonique qui frappe le piston comme un maillet d'acier. La plupart des voitures modernes ont des capteurs de détonation qui retardent le temps d'allumage pour protéger le moteur, mais voici le piège. Au moment où le capteur détecte le coup et ajuste l'électronique, le dommage s'est déjà produit. Des milliers de micro-coups durant des années finissent par fissurer les terres des segments des pistons.
C'est l'erreur qui est en train de tuer les petits moteurs turbo-compressés, downsizing. Le LSPI se produit à bas régime et haute charge. À ce moment, une goutte d'huile ou une particule de carbone incandescente peut allumer le mélange de manière prématurée. À la différence du click-T normal, le LSPI génère des pressions si extrêmes qu'elles peuvent casser une bielle ou détruire un piston de manière instantanée. Les essences de basse qualité ou avec des additifs médiocres favorisent la création de ces dépôts de carbone qui agissent comme des points chauds. Beaucoup de gens pensent « j'utilise de l'essence bon marché et la voiture va bien ». Ce qu'ils ne voient trop pas est la fatigue de cycle haut. Les composants du moteur sont conçus pour une courbe de pression douce. La détonation causée par un carburant sous-optimal change cette courbe par un pic violent. Le métal a une mémoire. Chaque fois qu'il y a une détonation légère, des microfissures se créent dans la structure cristalline de la bielle. Un jour, sans prévenir et sans que le moteur n'ait chauffé, une bielle décide de dire assez et sort par le côté du bloc. L'économie de quelques centimes par litre à la station-service vient de te coûter un moteur de 10 000 $. C'est l'exemple parfait de pourquoi ce qui est légal et ce qui est bon marché a tendance à être le plus cher dans l'ingénierie mécanique. Erreur 11. La transmission scellée à vie. L'industrie automobile contemporaine a inventé un terme qui devrait être considéré comme un délit contre l'ingénierie mécanique. Le fluide de transmission scellé à vie. Des fabricants de boîtes de vitesse de renommée mondiale comme ZF ou Aisin livrent des unités aux marques de véhicules avec des manuels techniques qui spécifient clairement des intervalles de service tous les 60 000 ou 80 000 km. Cependant, quand cette même boîte est installée dans un véhicule de luxe ou de consommation de masse, le fabricant de l'automobile communique au client qu'il n'a besoin d'aucune maintenance. Cette contradiction n'est pas une erreur de communication, c'est une stratégie de conception pour la fin de la vie utile. Pour comprendre pourquoi c'est une erreur catastrophique, nous devons analyser la chimie du fluide de transmission automatique. À la différence de l'huile de moteur, le fluide de transmission est une huile hydraulique hautement complexe qui doit remplir des fonctions contradictoires. D'un côté, il doit lubrifier des engrenages planétaires et des roulements pour réduire la friction. D'un autre côté, il doit fournir la friction exacte pour que les embrayages multidisques s'accouplent sans patiner. Avec le temps, la chaleur extrême générée par le convertisseur de couple initie un processus d'oxydation thermique. Les molécules du fluide se rompent, perdant leur viscosité cinématique et leur capacité pour gérer la chaleur. Le véritable dommage se produit au niveau microscopique avec les disques de friction. Ces disques sont recouverts d'un matériau cellulosique et céramique qui, avec l'usage normal, dégage des particules fines. Dans une transmission avec maintenance, ces particules sont capturées par le filtre et les aimants du carter. Dans une transmission scellée à vie, le fluide se sature de ce matériau abrasif, se transformant effectivement en une pâte à polir qui circule par tout le système. Cette suspension abrasive commence à user les parois d'aluminium du corps de soupape. Le corps de soupape est le cerveau hydraulique de la transmission, rempli de petits canaux et de pistons appelés solénoïdes qui contrôlent les changements de vitesse avec des précisions de millisecondes. Quand le fluide est sale et oxydé, les solénoïdes commencent à souffrir de dépôts de vernis. Le vernis est un sous-produit de la dégradation thermique de l'huile qui adhère aux surfaces métalliques. Un solénoïde avec vernis devient lent ou se bloque, ce qui provoque des changements de vitesse brusques, des patinages et, finalement, la surchauffe totale de l'unité. Au moment où l'utilisateur note que la transmission échoue, le dommage ne se solutionne plus avec un changement d'huile. Les embrayages ont brûlé et les tolérances internes ont été perdues pour toujours. Accepter le mythe du fluide éternel est accepter que ta transmission mourra dès que finira la garantie du véhicule. Erreur 10. Le lavage à pression et la capillarité. Il existe une croyance dangereuse qui dicte qu'un moteur propre est un moteur sain, ce qui amène des milliers de conducteurs à utiliser des machines de lavage à haute pression directement sur le compartiment moteur. Cet acte d'esthétique superficielle ignore les lois de la physique et de la capillarité électronique. Les connecteurs électriques modernes sont conçus avec des joints en caoutchouc appelés O-rings. Pensés pour résister à l'humidité ambiante et aux éclaboussures légères, mais ils ne sont pas conçus pour supporter une colonne d'eau à 150 bars de pression. Quand l'eau à pression frappe un connecteur, la force est suffisante pour vaincre le joint en caoutchouc et injecter de l'humidité à l'intérieur de la fiche. Une fois que l'eau entre, elle ne peut pas sortir facilement. C'est ici que commence le phénomène de la capillarité et de la corrosion galvanique.
l'eau commence à voyager à travers les filaments internes des câbles de cuivre, s'éloignant du connecteur original et se dirigeant vers l'unité de contrôle électronique ou ECU. En question de mois, le cuivre réagit avec l'humidité et les résidus minéraux, créant une substance connue comme corrosion verte ou sulfatation. Cette couche verte augmente la résistance électrique, interrompant les signaux de millivolts de capteurs critiques comme celui du vilebrequin ou celui de masse d'air, provoquant des pannes fantômes qui sont presque impossibles à diagnostiquer. En plus du risque électrique, le lavage à pression impose un stress thermique brutal aux composants mécaniques. Si tu décides de laver le moteur après avoir conduit, les collecteurs d'échappement et le bloc du moteur seront à des températures supérieures aux 200 ou 300 degrés centigrades. En projetant de l'eau froide sur ces surfaces de fonte de fer ou d'aluminium, il se produit un choc thermique instantané. La contraction soudaine du métal peut générer des micro-fissures invisibles aux yeux humains mais structurellement létales. Les collecteurs d'échappement peuvent se courber, cassant les goujons de fixation, ou même le bloc du moteur peut subir des tensions internes qui compromettent l'étanchéité des joints. Un moteur sale est simplement un signe d'usage. Un moteur lavé à pression est une bombe à retardement électronique et structurel qui tôt ou tard fera payer la facture sous forme de court-circuit et de fuites inexplicables. Erreur 9, additifs solvants et dessèchement des joints. Dans l'empressement de nettoyer le moteur sans le démonter, beaucoup recourent à l'usage indiscriminé d'additifs solvants puissants, souvent basés sur des composés comme l'acétone, le toluène ou des alcools industriels. Bien que ces produits chimiques soient excellents pour dissoudre des dépôts de carbone endurcis, ils sont des ennemis mortels de la chimie des élastomères. Un moteur moderne est rempli de joints, de bagues d'étanchéité et de tuyaux fabriqués avec des polymères spécifiques comme le Viton ou le nitrile. Ces matériaux sont conçus pour résister à l'huile chaude, mais pas pour supporter des solvants agressifs qui extraient les plastifiants de leur structure moléculaire. Quand un additif solvant circule par le système, il pénètre dans les pores des joints en caoutchouc. En s'évaporant ou en se mélangeant avec l'huile, il laisse le joint sec, rigide et cassant. Le résultat est une cascade de fuites d'huile qui apparaissent des semaines après avoir utilisé le nettoyeur miraculeux. Mais le dommage le plus critique se produit dans le système d'induction forcée, spécifiquement dans le turbocompresseur. Les solvants peuvent décapiter littéralement les dépôts de carbone accumulés sur les soupapes d'admission ou sur le turbo lui-même. Au lieu de se dissoudre doucement, le carbone se détache en fragments solides. Ces fragments, endurcis par des années de chaleur, voyagent à des vitesses soniques vers la turbine de l'échappement. Une turbine d'un turbo tourne à plus de 150 000 tours par minute. Quand un fragment de carbone solide frappe une aube de la turbine à cette vitesse, le résultat est catastrophique. Même un impact microscopique déséquilibre l'axe du turbo. Un axe déséquilibré génère des vibrations qui détruisent les coussinets hydrodynamiques en secondes, permettant que l'huile du moteur s'échappe vers l'admission ou l'échappement. L'ironie est douloureuse, dans une tentative pour nettoyer et améliorer le rendement avec un solvant bon marché, le conducteur finit par détruire le composant le plus cher du système d'air du moteur. Le nettoyage chimique doit être un processus contrôlé et professionnel, non une expérience de chimie de cours qui ignore la fragilité des composants synthétiques modernes. Erreur 8, le turbo-coking. Le phénomène connu comme turbo-coking est l'exemple parfait de comment une erreur d'opération simple peut annuler des années d'ingénierie avancée. Un turbocompresseur est une pièce d'ingénierie qui opère à la limite de la physique, avec des gaz d'échappement qui dépassent les 900 degrés centigrades, tandis que l'axe tourne sur une couche d'huile d'à peine quelques microns d'épaisseur. Le problème ne se produit pas pendant que le moteur est allumé, mais exactement à la seconde où tu l'éteins après un effort prolongé. Quand tu éteins le moteur immédiatement après avoir conduit sur autoroute ou monté une pente, la pompe à huile s'arrête instantanément. Cependant, le corps du turbo continue d'irradier une chaleur immense accumulée dans sa masse de fonte de fer. L'huile qui reste stagnante sur l'axe du turbo cesse de circuler et reste piégée dans un piège de chaleur. À ce moment se produit la pyrolyse. L'huile chauffe tellement que ses molécules d'hydrocarbures se rompent et le carbone se solidifie, se transformant en une croûte dure connue comme coke. Chaque fois que tu éteins la voiture de cette manière, tu vas ajoutant une couche de carbone solide à l'axe du turbo. Avec le temps, cette couche réduit l'espace libre pour le flux d'huile et commence à agir comme un papier de verre contre les coussinets. Éventuellement, les passages d'huile se ferment complètement.
l'axe du turbo se retrouve sans lubrification et se fond avec le coussinet dû à la chaleur de friction. Ce que les manuels omettent par convenance de marketing est qu'un turbo a besoin d'une période de refroidissement au ralenti d'au moins 2 minutes après un voyage. Durant ce temps, l'huile fraîche circulant retire la chaleur excessive de l'axe, baissant la température suffisamment pour que, en éteignant le moteur, l'huile rémanente ne se carbonise pas. Ignorer ce cycle thermique est, essentiellement, brûler le système de lubrification depuis l'intérieur, transformant une huile de haute qualité en un résidu solide qui garantit la mort du turbocompresseur bien avant que le reste du moteur ne montre des signes de vieillesse. Erreur 7. Liquide de frein hydroscopico. Le système de freinage est, sans aucun doute, le composant de sécurité active le plus critique de n'importe quel véhicule motorisé. Et pourtant, sa maintenance est la plus ignorée par la plupart des utilisateurs et des ateliers. L'erreur réside dans le fait de ne pas comprendre la nature chimique du fluide de frein, qui est une substance hygroscopique. Cela signifie qu'il a une affinité chimique naturelle pour l'eau et possède la capacité d'absorber l'humidité directement de l'air à travers les pores des tuyaux en caoutchouc et des reniflards du bouchon du réservoir. Même dans un système parfaitement scellé, le liquide de frein peut absorber jusqu'à un 2% de son volume en eau en seulement 1 an d'usage normal. Ce processus est invisible mais dévastateur. Le premier grand danger est la réduction drastique du point d'ébullition du fluide. Un liquide de frein standard DOT4 a un point d'ébullition à sec d'approximativement 230 degrés centigrades. Cependant, quand le contenu d'eau atteint à peine un 3,7%, ce point d'ébullition tombe dangereusement à près des 150 degrés centigrades. Durant une descente prolongée dans une zone de montagne ou dans un freinage d'urgence à haute vitesse, la friction entre les plaquettes et les disques génère une chaleur immense qui se transfère au fluide. Si le fluide contient de l'eau, celle-ci se transforme en vapeur. Comme la vapeur est un gaz et que les gaz sont compressibles, à la différence des liquides, la pédale de frein s'enfonce jusqu'au fond sans offrir de résistance, un phénomène connu comme blocage de vapeur qui laisse le conducteur sans frein au moment le plus critique. Mais le danger ne se limite pas seulement à la perte de puissance de freinage. L'eau dans le système initie un processus d'oxydation interne galvanique. Le système de frein moderne est composé par un mélange de métaux. Aluminium dans le maître-cylindre, acier dans les lignes, cuivre dans certaines connexions et fer dans les cylindres de roue. L'eau agit comme un électrolyte qui facilite la corrosion entre ces métaux. Cette corrosion génère des particules solides microscopiques qui voyagent par le système et finissent par se loger dans le composant le plus cher et le plus délicat, le module du système de frein anti-blocage ou ABS. Le module ABS contient une série de microsoupapes et une pompe électrique qui doivent gérer des pressions de freinage avec une précision chirurgicale. Les particules d'oxyde agissent comme un abrasif qui raye les parois internes de ces soupapes ou, dans le pire des cas, les bloque complètement. Un seul grain d'oxyde peut empêcher qu'une soupape de solénoïde ne se ferme correctement, ce qui provoque que la voiture tire vers un côté en freinant ou que le système ABS échoue complètement dans une situation de panique. Le remplacement d'un module ABS peut coûter des milliers de dollars, un chiffre astronomique comparé avec le coût insignifiant de changer le liquide de frein tous les 2 ans. Ignorer l'hygroscopie du fluide et permettre que l'humidité ronge silencieusement l'intégrité structurelle de tes freins et la santé de ton portefeuille. Erreur 6. Conduire en réserve et la cavitation de la pompe. Il existe une habitude profondément enracinée parmi les conducteurs qui consiste à attendre que le voyant de réserve s'allume ou même que l'aiguille touche le zéro absolu avant de visiter la station-service. Cette erreur de comportement ignore 2 principes fondamentaux de l'ingénierie des systèmes de carburant. La réfrigération par immersion et la dynamique des fluides dans des espaces confinés. Dans presque tous les véhicules modernes, la pompe à carburant se trouve immergée à l'intérieur du réservoir, et ceci n'est pas pour une question d'économie d'espace, mais de gestion thermique. La pompe à carburant est un moteur électrique de haute vitesse qui génère une quantité considérable de chaleur durant son fonctionnement. Le carburant qui entoure la pompe agit comme un dissipateur de chaleur géant, absorbant l'énergie thermique et la maintenant à une température de fonctionnement stable. Quand le niveau de carburant descend trop, la pompe reste exposée à l'air à l'intérieur du réservoir. L'air est un conducteur thermique détestable en comparaison avec le liquide, ce qui provoque que la température interne des enroulements du moteur de la pompe s'envole. Cette chaleur excessive dégrade le vernis isolant des câbles et déforme les composants internes en plastique, raccourcissant drastiquement la durée de vie utile du composant. Le second problème critique est la collecte de sédiments et la cavitation.
Bien que les réservoirs modernes soient en polyéthylène de haute densité pour éviter la corrosion, le carburant lui-même peut contenir des impuretés et l'eau condensée se dépose toujours au fond due à sa densité plus élevée. En circulant constamment avec le réservoir bas, la pompe se voit obligée à aspirer le carburant de la zone où la concentration de ces contaminants est la plus haute. Bien qu'il existe un filtre ou pré-filtre, les particules les plus petites peuvent passer, agissant comme des projectiles contre les impulseurs internes de la pompe. De plus, quand le niveau est extrêmement bas et que le véhicule prend un virage ou accélère, le carburant se déplace, permettant que la pompe aspire de l'air momentanément. Cela génère un phénomène connu comme cavitation, où se forment des bulles de vapeur dues à des chutes de pression soudaines. Quand ces bulles s'effondrent près des surfaces métalliques de la pompe, elles génèrent des ondes de choc avec des pressions locales de milliers d'atmosphères qui peuvent arracher littéralement des morceaux de métal des impulseurs. Un conducteur qui circule toujours en réserve est en train de condamner sa pompe à une mort lente par surchauffe et érosion mécanique, transformant une pièce qui devrait durer toute la vie de la voiture en une dépense récurrente et évitable. Erreur 5, le ralenti prolongé pour chauffer. Le rituel d'allumer le moteur et de le laisser 10 ou 15 minutes au ralenti le matin avant de sortir est un vestige de l'ère des carburateurs qui aujourd'hui s'avère destructif pour les moteurs à injection directe. Dans un moteur froid, l'unité de contrôle électronique ordonne un mélange extrêmement riche, c'est-à-dire qu'elle injecte beaucoup plus de carburant que le nécessaire pour la combustion afin de compenser le manque de chaleur et éviter que le moteur ne s'éteigne. Le problème est que, au ralenti, le moteur génère très peu de chaleur de combustion, et l'huile met une éternité à atteindre sa température opérative. Durant cette période prolongée de mélange riche, l'excès d'essence ne brûle pas complètement. Une partie de ce carburant à l'état liquide frappe les parois des cylindres et lave le film d'huile lubrifiante qui protège les segments du piston. Ce phénomène est connu comme le lavage des cylindres et provoque un contact direct métal contre métal dans une étape où le moteur est le plus vulnérable. De plus, ce carburant qui lave les parois finit par s'écouler vers le carter, se mélangeant avec l'huile du moteur. Ce processus s'appelle dilution par carburant et réduit drastiquement la viscosité de l'huile, diminuant sa capacité de charge et exposant les coussinets du vilebrequin à une usure prématurée. Mais le dommage ne se termine pas à la lubrification. Un moteur au ralenti n'atteint jamais la température de combustion idéale pour une combustion propre. Les températures internes basses favorisent la formation de boues noires, un mélange pâteux d'huile oxydée, d'eau de condensation et de particules de carbone. Ces boues commencent à se déposer dans les passages étroits d'huile et dans la grille d'aspiration de la pompe à huile, restreignant le flux vital. Pour les véhicules diesel modernes équipés de filtres à particules, le ralenti prolongé est un suicide mécanique. En ne générant pas assez de chaleur dans les gaz d'échappement, le filtre à particules se sature rapidement de suie. Comme le moteur n'est pas sous charge, les conditions pour une régénération automatique ne sont jamais atteintes, ce qui finit par bloquer le système d'échappement et forcer des nettoyages manuels coûteux ou le remplacement du filtre. La manière correcte de chauffer un moteur moderne est d'attendre environ 30 secondes pour que l'huile circule et ensuite d'initier la marche avec douceur. De cette manière, le moteur travaille sous charge, génère de la chaleur rapidement, le mélange s'appauvrit en quelques minutes et l'huile atteint sa température de protection bien avant, évitant la dilution et la formation de boue qui raccourcissent la vie du moteur. Erreur 4. Le mythe de l'huile épaisse pour moteur vieux. Il existe un conseil mécanique de vieille école qui affirme que, à mesure qu'un moteur gagne des kilomètres et commence à consommer un peu d'huile, on doit augmenter la viscosité, passant par exemple d'une 5W30 à une 20W50. Cette pratique, bien qu'elle paraisse logique pour réduire les fuites ou la consommation, est une erreur fatale dans les moteurs conçus avec des tolérances modernes. Les moteurs actuels sont fabriqués avec une précision micrométrique et leurs canaux de lubrification sont capillaires, extrêmement minces pour optimiser la pression et le flux d'huile. Quand nous introduisons une huile plus épaisse ou visqueuse dans un moteur conçu pour une huile légère, nous sommes en train de créer une restriction de flux massive. L'huile épaisse a une résistance beaucoup plus grande au mouvement, spécialement quand elle est froide. Cela signifie que, au moment du démarrage, l'huile met beaucoup plus de temps pour voyager depuis le carter jusqu'à la partie la plus haute du moteur, la culasse ou couvre-culasse. Les arbres à cames et les poussoirs hydrauliques sont les premiers à souffrir. En opérant sans pression d'huile durant ces secondes additionnelles chaque matin, l'usure sur les lobes de l'arbre à cames s'accélère exponentiellement. De plus, beaucoup de moteurs modernes utilisent des systèmes de distribution variables qui dépendent de la pression hydraulique de l'huile pour ajuster les temps des soupapes.
Ces systèmes utilisent des solénoïdes et des actionneurs avec des orifices de la taille d'une aiguille. Une huile trop épaisse ne peut pas circuler correctement à travers ces orifices, ce qui provoque des erreurs de temps, une perte de puissance, une augmentation de la consommation de carburant et l'éventuelle panne du système de distribution variable, dont la réparation est souvent extrêmement coûteuse. L'huile plus épaisse génère aussi plus de friction interne, ce qui élève la température opérative du moteur. Au contraire de ce que l'on croit, l'huile épaisse ne protège pas mieux aux hautes températures dans un moteur moderne. En fait, en circulant plus lentement, elle retire moins de chaleur des composants internes comme les pistons et les coussinets. L'augmentation de la consommation d'huile dans un moteur vieux est souvent due à des joints de soupapes endurcis ou des segments de pistons collés par des bouts, des problèmes qui s'aggravent avec une huile plus lourde. Suivre la recommandation du fabricant durant toute la vie du véhicule est la seule forme de garantir que la lubrification arrive à chaque recoin du moteur avec la vitesse et la pression nécessaires pour éviter la destruction par friction sèche. Erreur 3. Fuite de vide et injection pauvre. Dans le délicat équilibre de la combustion interne, la relation stoïchiométrique est la loi absolue. Pour qu'un moteur à essence fonctionne avec efficience, il doit mélanger exactement 14,7 parties d'air pour chaque partie de carburant. Cependant, l'une des erreurs les plus communes dans la maintenance préventive est d'ignorer les petites fissures dans les tuyaux en caoutchouc, les joints des injecteurs ou les joints du collecteur d'admission. Ces imperfections donnent lieu à ce que nous connaissons comme des fuites de vide, une entrée d'air non mesurée qui se produit après le capteur de flux d'air ou de masse d'air. Quand l'air entre dans le système sans être comptabilisé par l'ordinateur du véhicule, le mélange devient pauvre, ce qui signifie qu'il y a un excès d'oxygène et une déficience de carburant. À première vue, un conducteur inattentif pourrait penser que ceci est bon parce qu'il dépense moins d'essence, mais la réalité thermodynamique est terrifiante. Le carburant dans la chambre de combustion ne sert pas seulement à générer de l'énergie, mais il remplit aussi une fonction réfrigérante essentielle. En s'évaporant, le carburant absorbe la chaleur des parois du cylindre et des soupapes. Un mélange pauvre manque de cet effet réfrigérant, ce qui élève les températures de combustion à des niveaux qui dépassent les limites métallurgiques des composants. Le premier symptôme d'un mélange pauvre soutenu s'observe sur les bougies. Les électrodes, conçues pour résister à des conditions extrêmes, commencent à subir un processus d'érosion thermique accéléré. Dans des cas graves, la température est si haute que l'électrode centrale de la bougie peut arriver à son point de fusion, fondant littéralement à l'intérieur de la chambre. Ce métal fondu peut se détacher et causer des dommages catastrophiques sur les parois du cylindre ou, pire encore, agir comme un point d'incandescence qui provoque la préinflammation du carburant, un phénomène qui peut détruire un piston en question de secondes. Les soupapes d'échappement sont les prochaines victimes. À la différence des soupapes d'admission, qui reçoivent de l'air frais, celles d'échappement sont baignées constamment par des gaz brûlants. Une fuite de vide élève la température de ces gaz jusqu'au point où le métal de la soupape commence à se ramollir. Ceci provoque que le siège de la soupape se déforme ou que les bords de celle-ci brûlent, ce qui résulte en une perte totale de compression. Ignorer un simple sifflement sous le capot ou un tuyau de vide desséché est, en essence, permettre qu'un chalumeau invisible travaille lentement au cœur de ton moteur, fondant des composants qui coûtent des milliers de dollars pour ne pas avoir investi quelques centimes dans un morceau de caoutchouc neuf. Erreur 2. Carbonisation dans les valves d'injection directe. L'évolution technologique nous a apporté les moteurs à injection directe d'essence, connus comme GDI par leurs sigles en anglais, lesquels promettent une plus grande puissance et une moindre consommation en injectant le carburant directement dans la chambre de combustion au lieu de le faire dans le port d'admission. Cependant, cette innovation a introduit une erreur de conception que beaucoup de propriétaires ignorent et qui finit par asphyxier le moteur. L'accumulation massive de carbone sur les soupapes d'admission. Dans les moteurs à injection indirecte traditionnels, l'essence qui contient des additifs détergents baigne constamment la partie postérieure des soupapes d'admission, les maintenant propres des résidus d'huile et de calamine. Dans un moteur GDI, ceci n'arrive jamais. Le problème s'aggrave par le système de ventilation positive du carter, qui recircule les vapeurs d'huile vers l'admission pour être brûlées. Ces vapeurs d'huile entrent en contact avec les soupapes d'admission, qui sont à des températures extrêmement hautes. En n'y ayant pas un jet d'essence qui les nettoie, l'huile se cuisine sur le métal, formant une croûte de carbone dure et rugueuse qui croît avec chaque kilomètre parcouru. Ce processus est insidieux parce qu'il se produit de manière graduelle, volant au moteur son efficience volumétrique. À mesure que les dépôts de carbone augmentent,
la géométrie du port d'admission s'altère. Le flux d'air, qui devrait être laminaire et rapide pour une combustion efficiente, devient turbulent et restreint. C'est comme tenter de courir un marathon en respirant à travers une paille remplie de sable. Le moteur perd de la puissance, le ralenti devient instable et la consommation de carburant s'envole parce que l'ordinateur tente de compenser le manque d'air en injectant plus d'essence, ce qui à son tour génère plus de calamine, créant un cycle vicieux de dégradation mécanique. Si l'on ne réalise pas un nettoyage professionnel de ces soupapes au moyen de méthodes comme le sablage avec coque de noix ou des solvants spécifiques tous les 60 000 ou 70 000 km, l'accumulation peut arriver à être si sévère qu'elle empêche que la soupape se ferme complètement. Ceci génère des ratés d'allumage et peut provoquer que des morceaux de carbone se détachent et tombent au cylindre, rayant les parois ou endommageant le catalyseur. L'injection directe est une merveille de l'ingénierie, mais sans la gestion consciente de la carbonisation, le moteur est condamné à une mort par asphyxie prématurée, se transformant en une ombre de ce qu'il avait l'habitude d'être quand il est sorti du concessionnaire. Erreur 1. L'habitude de l'embrayage et la charge axiale. Nous arrivons à l'erreur numéro 1. L'habitude la plus destructive et paradoxalement la plus commune parmi les conducteurs de véhicules avec transmission manuelle. Maintenir la pédale de l'embrayage pressée pendant que l'on attend à un feu rouge ou laisser le pied reposant légèrement sur elle pendant que l'on conduit. Ce comportement est une attaque directe contre l'un des composants les plus vitaux et les moins compris du moteur. Les coussinets de poussée du vilebrequin. Pour comprendre la gravité de cette erreur, nous devons visualiser le vilebrequin. C'est l'axe maître qui convertit le mouvement vertical des pistons en rotation. Le vilebrequin a un jeu latéral minimum, contrôlé par les coussinets de poussée ou axiaux. Quand tu presses la pédale de l'embrayage, le système hydraulique exerce une pression massive, de centaines de livres, pour séparer le disque de friction du volant d'inertie. Cette force ne disparaît pas dans l'air. Elle se transmet directement au vilebrequin, le poussant vers la partie avant du bloc du moteur. Les coussinets de poussée sont conçus pour supporter des charges axiales momentanées durant le changement de vitesse, mais pas pour résister à cette pression durant des minutes entières à chaque feu rouge. En maintenant l'embrayage pressé, tu es en train de forcer le vilebrequin à tourner pendant qu'il est poussé avec force contre ses coussinets. Le problème critique est que, à bas régime de ralenti, la pression d'huile est minimale, ce qui signifie que le film de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet de poussée est extrêmement mince. Le résultat est une usure prématurée par friction métal contre métal. Une fois que les coussinets de poussée s'usent, le vilebrequin acquiert un jeu axial excessif. Cela signifie que le vilebrequin peut se déplacer vers l'avant et vers l'arrière à l'intérieur du moteur. Ce jeu destructif altère l'alignement des bielles, provoque des fuites sur les joints principaux d'huile et, dans des cas extrêmes, peut mener à ce que le vilebrequin frappe physiquement le bloc du moteur ou détruise le capteur de position du vilebrequin, laissant le véhicule inanimé. Le coût de remplacer ces coussinets implique de démonter le moteur complètement, une réparation de proportions épiques qui aurait pu être évitée simplement en mettant le levier au point mort et en relâchant la pédale. Cette habitude ne brûle pas seulement le roulement de débrayage, elle est, littéralement, en train de tenter de pousser le vilebrequin hors du moteur. Tout au long de cette analyse des habitudes destructives et de l'ingénierie de la négligence, nous avons vu comment les décisions quotidiennes du conducteur dictent la sentence de mort ou la longévité de son véhicule. L'automobile n'est pas une entité statique, c'est un système dynamique d'échange thermique, de pressions hydrauliques et de tolérances micrométriques qui réagissent à chaque stimulus. L'erreur maîtresse de la plupart des propriétaires est de voir la maintenance comme une dépense optionnelle ou un ennui, quand en réalité c'est l'unique investissement qui garantit la préservation de leur patrimoine.